POPA, PIPA, Adopi, tout ça, ce sont des mots qui vous parlent, qui nous parlent tous de plus en plus, alors que c'était encore il y a quelques temps quelque chose d'inconnu. Toutes ces lois qui sont dites liberticides pour les internautes font aujourd'hui face à une explosion de cris de guerre, justement, d'internautes qui se sentent agressés dans leur liberté de l'utilisation d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, on a donc une facilité d'accès aux vidéos, à la musique, aux logiciels. On peut tout craquer, on peut tout avoir gratuitement, sans attendre. Donc on constate cette espèce de balance que beaucoup appellent un combat entre cette tentative par le gouvernement ou les multinationales de contrôler un Internet qui semble pourtant libre et aux mains finalement du peuple, enfin quelque chose de très démocratique. Et donc voilà, un sujet en tout cas qui nous a tous interpellés, qui interpelle d'ailleurs la presse et autres. Et donc pour discuter de ça, nous avons Félix Tréguer, je ne me suis pas trompé, qui est donc, vous êtes chargé de mission à la Quadrature du Net, que tout le monde connaît, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller faire des recherches. On a Guillaume Clément, ancien de différentes boîtes et qui est aujourd'hui surtout donc, spécialisé dans le droit d'auteur, propriété intellectuelle. Exactement. Et à côté de ça, c'est important de le préciser, musicien, compositeur, pianiste, c'est quand même important. Nous avons aussi Samuel. On a moi et on a Mathieu qui est fondateur de Hackers Voice Net. Voilà. Et aussi organisateur de Hack in Paris. Nuit du Hack. Nuit du Hack, voilà, etc. On a Thibaut Mullings qui est cofondateur d'un label qui s'appelle No Format. No Format. Est-ce qu'on dit Mullings ou Mullings? Bah, comme on veut. C'est à l'américaine, Mullings. Ouais. Type Marlings. Marlings. Donc voilà, moi j'avais une question. Déjà une question principale que je vais adresser à Mathieu. On voulait un peu savoir, selon vous, qui fait la loi sur le net? Ce sont les internautes, ce sont les multinationales, ce sont les États, ce sont les FAI. Qui fait la loi? Qui a le pouvoir sur le net? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'État qui va faire la loi sur le net. Ça, c'est certain. Après, on est effectivement sur deux parties. On va avoir les industries, donc que ça soit de la musique, que ce soit n'importe quoi d'autre, et effectivement les utilisateurs, qui sont nous tous autour de la table, le professionnel qui va utiliser Internet pour son activité professionnelle, la petite personne âgée qui va aller voir les photos de ses enfants, etc. Voilà. Donc là, on est sur effectivement deux parties. Chacun va défendre ses intérêts. Bien sûr, il n'y a pas de philanthrope dans ce monde-là, ou très peu. Donc effectivement, voilà, on va avoir tendance à avoir une grosse pression de la part des industries, qui sont effectivement... elles ont des investissements, elles investissent là-dedans, donc il faut un retour. Donc forcément, à un moment, quand l'État ne va pas prendre les bonnes décisions, ou ne va pas jouer son rôle d'arbitre, on va les pousser avec du lobbying, avec des choses comme ça, pour effectivement faire accepter à l'État de mettre en place des choses un peu restrictives, et dans l'autre sens, faire du lobbying aussi pour formater les utilisateurs à se dire bon, à la finale, c'est pas si grave si j'ai plus de service là, ou si ça passe payant, ou voilà. Donc on a vraiment deux combats, et le gros souci aujourd'hui, c'est que le principal intéressé, qui devrait être l'État, est complètement absent de Mais il est absent parce que c'est vachement difficile, je pense aussi pour un État de réguler un service qui n'a pas de limite. Un État a des frontières. Internet n'a pas de frontières. Certaines lois sont inapplicables. Mais l'État, entre guillemets, est l'autorité sur son territoire du réseau. On le voit en Chine, on le voit en Corée du Nord, on le voit partout où effectivement il y a des gouvernements qui sont un peu borderline parfois, ou même carrément borderline. Et effectivement, c'est des gens qui ont pour schématiser un gros bouton. J'appuie sur le bouton. Est-ce que la Chine et la Corée du Nord sont vraiment des bons exemples de démocratie? Est-ce qu'on peut vraiment sur le net, oui. prendre pour le net, d'accord. Oui. Donc une bonne démocratie sur le net, c'est une dictature. C'est pas des bonnes démocraties, mais c'est des États qui arrivent à faire appliquer leur droit national de manière assez extrêmement brutale et attentatoire aux libertés fondamentales, mais qui y arrivent. Et je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les États sont pas du tout présents sur Internet. Enfin, il y a clairement des affrontements et plein de choses qui sont en jeu, mais ce qu'on observe depuis maintenant presque 20 ans dans le domaine du droit d'auteur et dans d'autres domaines qui ont trait à la régulation au droit de l'Internet, c'est quand même des tentatives répétées, comme vous le disiez tout à l'heure, d'imposer des dispositifs qui permettent de faire respecter un droit qui est complètement, ça je pense qu'on est
enfin, je pense qu'on sera d'accord pour le dire, complètement inadapté aux réalités techniques et sociales qui sont celles de l'Internet. Mais du coup, au travers de ces tentatives, l'État, je pense, a une influence sur la manière dont s'organise cet espace immatériel qu'est Internet. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas voir non plus Internet à émerger comme un espace qui était complètement en dehors de l'application du droit et du droit souverain des États nationaux. Et de plus en plus, ça a commencé dans les régimes autoritaires avec la Chine dès le début des années 2000, qui a mis en place tout un système de filtrage et de censure d'Internet. C'est de la censure, oui. Oui, pas du contrôle, c'est de la Great censure. On voit exactement les mêmes mécanismes débarquer dans les démocraties occidentales. Oui, non, ce que je voulais dire par là, c'est que on censure en Chine des contenus qui n'ont rien à voir avec les droits d'auteur. On censure, c'est surtout, on bloque l'accès à des sites ou à des contenus qui va gêner un gouvernement pour sa politique. Là où, dont on parle avec Adopi et compagnie, c'est un contrôle. Effectivement, il dans le but de protéger. Il faut distinguer le droit d'auteur et des autres sujets, mais voilà. Si on veut faire une introduction générale sur le droit, les États et Internet, dans les pays, regardez ce qu'ont fait les États-Unis contre WikiLeaks, avec une tentative de censure sur pression du gouvernement américain qui était extrêmement brutale. Regardez ce qu'on a fait en France avec le site de Copwatch, qui, sans défendre, voilà, il y a des tentatives de filtrage, y compris pour des contenus et des propos et des expressions de nature politique. Donc, certains parlent même de complot. Enfin, après Julian Assange, on dit que ça a été un complot monté de toutes pièces. Après, chacun, on peut lire plein de choses sur Internet, mais on se rend compte qu'il y a, bizarrement, il y a une rapidité de réponse de la part des États à certaines choses comme Wikileaks. Ouais, une censure tellement... d'un seul coup, oui, alors lui, il faut le faire tomber, il faut censurer tout ça. Puis pour le reste, il nous explique que c'est très long à se mettre en place. Donc... C'est ce qui montre vraiment que tu as de lecture. Oui. C'est ce qui montre que l'État ne réagit que quand il est sous pression, et qu'il réagit mal quand il réagit sous pression. Parce qu'à chaque fois qu'il a fait une loi, c'était une loi en retard. Je te prends le problème, parce qu'on a tout de suite dit le problème d'Adopi, et je ne reviens pas sur la loi d'avant, avec Adopi 1, Adopi 2. Le gros problème, c'est peut-être Adopi 3, là, bientôt. Exactement, mais tu vois, le problème, c'est qu'on n'est pas censé faire Adopi 3. Le problème, c'est s'il y avait une vraie prise de conscience, pour l'État français, je ne parle pas de la Chine, etc., le législateur, déjà, ce serait peut-être un tout petit peu plus documenté sur les contraintes, sur les enjeux, sur les acteurs, sur ce qui peut se passer un petit peu plus sur Internet, et n'aurait pas fait une loi, en tout cas une série de lois, à minima et en retard. Parce qu'encore une fois, peut-être que le projet du législateur, c'est de faire un Adopi 3 sur le streaming, j'imagine que ça va être ça. Alors que dans l'absolu, une analyse juridique un peu poussée pousse qu'en fait, dans l'absolu, qu'on soit pour ou contre le streaming, c'est pas l'idée. Mais on a les outils pour lutter contre ça, en tout cas si le gouvernement le souhaite, avec Adopi 2, entre guillemets. Donc, pour moi, ça démontre vraiment qu'il y a un problème de priorité, tout simplement. Et ce retard, c'est quoi? C'est parce que c'est trop lourd, un gouvernement aujourd'hui pour réagir. Je me fais penser à ce que Thibaut, vous m'aviez dit à propos de cette réunion qui avait eu lieu à l'ADAMI, ouais. Où il y avait une espèce de table ronde avec chaque représentant de chaque parti politique engagé dans les élections présidentielles. Et c'était le responsable, j'ai pas retenu les noms parce qu'ils m'ont pas vraiment marqué par leurs idées novatrices, quoi, mais c'était les représentants de... numérique et culture, comment... des ministères, enfin des choses comme ça il y avait le représentant PS, je pense que c'est lui qui avait travaillé sur la petite portion du programme PS, sur ce qu'allait devenir, sur ce que proposait le PS pour traiter de la culture dans le numérique d'aujourd'hui. Et on était... oui, ça traitait il y avait des projets, alors c'était sympa, ils proposaient en gros de créer un service public qui serait un nouvel iTunes où on pourrait tous venir télécharger, il y aurait un portail comme ça, ce serait voilà, ils avaient des idées comme ça, ils étaient complètement déconnectés de la réalité, ça, ouais. Et c'était quand même les personnes qui étaient censées... qui vont donner des idées aux candidats pour les élections, pour avoir un programme un petit peu à jour, un petit peu sexy, un petit peu... Bon, il ne faut pas oublier qu'un programme, durant les élections, c'est beaucoup de promesses. On met beaucoup de poudre aux yeux aux gens pour un peu que l'un vote pour que les gens votent pour l'un, plus pour l'un que pour l'autre. Et au final, il y a très peu de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir vraiment une capacité d'apprentissage de la part du personnel politique en charge de ces questions. Parce qu'encore une fois, je pense que le premier discours d'un homme politique sur la question du droit d'auteur sur Internet,
C'est Al Gore, qui était vice-président en 93. Il fait un discours devant les représentants des médias à Washington où Al Gore, c'est quelqu'un qui a été très intéressé par Internet et les réseaux informatiques dès les années 80. Et c'est lui qui a un peu organisé la régulation, la libéralisation des télécoms et voilà, la construction d'Internet un peu aux États-Unis au niveau juridique en tout cas. Et donc, lors de ce discours, en 93, il annonce plusieurs groupes de travail pour adapter le droit à ce nouveau réseau informatique qu'est Internet. Et à l'issue de ça, il y a une commission qui est mise en place, qui est dirigée par un personnage de l'administration américaine, qui est un ancien lobbyiste d'Hollywood, et qui a publié un livre blanc en 94 qui va proposer les DRM, donc les verrous numériques qui empêchent la copie. C'est la première étape un peu dans la guerre contre le partage de la culture sur Internet. Ça fonctionne. Enfin, Mathieu, typiquement, je pense que vous pouvez nous en parler de toutes ces tentatives. J'ai l'impression que sur Internet, on propose une solution, un verrou justement numérique, mais très rapidement, que ce soit fait par des gens qu'on appelle les white hats ou les black hats, enfin des hackers, de toute façon des bidouilleurs, on va toujours réussir à les déverrouiller, ces verrous, que ce soit dans un but purement de challenge ou que ce soit dans un but effectivement mauvais, c'est-à-dire je veux accéder à quelque chose. Est-ce que justement ces autorités consultent des milieux du hack avant de mettre en place ce genre de verrou et ce genre de mesures? Parce que ce serait quand même la moindre des choses que les gens communiquent entre eux. Consultent. On va dire qu'aujourd'hui, ils ont tendance à faire rentrer dans leur rang des gens qui viennent du milieu du hack. Donc en gros, souvent des autodidactes, des gens qui ont fait des fois des choses pas jolies, les intégrer dans leur rang pour effectivement avoir un morceau un peu de la philosophie, de se dire, bon, on va mettre en place des choses, mais on va pas aller trop loin parce qu'on a des retours aussi de nos employés en interne qui nous disent, bah ça va être useless parce que ça va être bypass en 2 secondes, ça, il faudrait y aller mollo parce qu'effectivement, on va avoir une mauvaise réaction derrière. Donc ils ont quand même tendance à accepter un petit peu la philosophie. Maintenant, ils ont des objectifs qu'ils doivent tenir. Donc effectivement, mais pour nous, entre guillemets, dans la sécurité informatique, les choses comme les DRM, c'est super. Ouais. Ah, nous, c'est super, c'est un bac à sable le truc, quoi. Il y a un truc qui sort comme ça, nous on s'éclate, quoi. Alors, on s'éclate pendant une semaine, c'est génial, bon, le truc est explosé, on passe à autre chose. C'est vrai que, bon, sur les DRM en l'occurrence, qui étaient liés au MP3, moi, ma vision, entre guillemets, moi, personnelle, déjà, la musique que j'écoute, elle a au moins 10 ans, quoi. J'écoute pas de trucs d'aujourd'hui, je me reconnais pas là-dedans, ou quelques rares choses, mais effectivement, donc, c'est pas des contenus qui sont protégés ou des choses que j'ai depuis hyper longtemps. Et est-ce que la Quadrature du Net a déjà été contactée par des politiques ou par une autorité quelconque pour mettre en place? Pas tellement, enfin, sur les questions de droit d'auteur, on a pu être auditionné par des think tanks où il y avait Philippe Aigrin, des cofondateurs de la Quadrature du Net, qui était à une table ronde du Sénat il y a quelques semaines sur ces questions. Mais on commence parce qu'on devient un acteur reconnu sur ces questions, mais ça reste très marginal et très. Enfin, prenez la campagne du Parti socialiste en France pour les présidentielles. Au moment des débats sur la loi Hadopi, le PS avait pris une position contre la loi. Enfin, d'ailleurs, assez tard dans l'examen parlementaire, mais il s'était décidé à vraiment se prononcer contre cette loi. Il y avait l'idée d'une contribution créative, qui est une espèce de licence globale qui consiste donc pour les internautes à payer un forfait. À la licence globale. Donc selon vous, une licence globale, qu'est-ce que vous en pensez au fait? Je trouve que ça serait intéressant de croiser. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire vraiment licence globale? Parce que global, on pourrait sans croire vouloir. Après, c'est peut-être un. Chacun a plus simple. Pour moi, c'est un forfait. Vous pourriez avoir, de même que vous avez 29,90 par mois pour avoir accès à Internet, vous pourriez avoir, je sais pas, un forfait à 9,90 ou je sais pas, pour juste la musique et même le double peut-être pour le cinéma, je sais pas, en fonction de l'acte. En tout cas, un truc où vous payez une seule fois par mois, vous pouvez ensuite télécharger autant que vous voulez. Finalement, c'est assumer le comportement de beaucoup de consommateurs de musique et de culture en France et dans le monde, qui est que, comme de toute façon les verrous ne tiennent pas, les gens téléchargent toujours. Donc ça, c'est une façon finalement d'assumer et de rétribuer. Et donc c'est pour ça que j'en venais au DRM. Les 2 gros challenges, il y a un challenge en termes de droit, mais c'est un peu technique, c'est pas forcément très intéressant. Il y a surtout un challenge en termes de technique, c'est comment identifier. Ouais. Comment savoir, parce que chaque auteur doit être rétribué. Et justement, c'est pour ça que je voulais peut-être en parler avec toi. C'est pour être intéressant de savoir si est-ce que les signatures numériques, ce qu'on appelle le watermarking sonore, est-ce que c'est comme un DRM
Ou est-ce que ça peut justement, est-ce que ça peut être dévié comme un DRM, ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu différent? Parce que c'est quelque chose dont j'ai entendu parler qui pourrait être assez intéressant pour savoir qui a téléchargé quoi, et donc du coup, qui doit être payé en fonction de ça. Bien sûr. Parce qu'on sait que Adopi fonctionne comme ça, c'est qu'ils suivent, ils ont une liste des 200 fichiers ou 200 films ou séries les plus vus, et ils les suivent sur le net, sur les réseaux peer-to-peer, pour pouvoir après... Enfin, attention, ils n'ont pas. C'est les ayants droit qui demandent à l'autorité de monitorer un certain catalogue. D'accord. Ah oui. Non, c'est même pas l'autorité, c'est une entreprise privée qui est TMG. Mais voilà, non, mais ça, l'entreprise privée, elle s'occupe d'aller chercher les mecs, de les identifier via une IP, via quoi que ce soit. Mais effectivement, c'est qu'ils ne suivent pas les internautes, mais les fichiers, au fait. L'Adopi n'est pas autonome dans ses ses choix de monitoring et de surveillance des fichiers. C'est-à-dire que c'est les ayants droit qui mandatent l'Adopi en leur demandant, moi, ce titre-là, je veux qu'il rentre dans votre liste, parce que c'est, je sais pas quoi, Madonna, truc, qui vend des millions et que ça fait une grosse perte. L'Adopi, elle, ne décide pas qu'est-ce qu'elle va monitorer. C'est les ayants droit qui monitorent. Ça veut dire que c'est une entreprise, un label privé, qui passe par une structure d'État pour monitorer des utilisateurs privés. Donc là, déjà, il y a un souci. Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire en interne? Vous prenez l'exemple de Madonna, un album de Madonna, avec la promo qu'il y a avant la sortie, il est rentabilisé dans la semaine qui suit. Donc après, la question se pose, est-ce que finalement, ça ne devrait pas être une œuvre qui devrait être distribuée ou à moindre prix, avec une promotion, ou alors, voire gratuitement, vu que le produit est rentabilisé. Donc je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, si vous, dans votre label, on vous proposerait ce genre de... Moi, je ne connaissais pas les coulisses de Adopi, parce que dès le début, ça m'a paru complètement obsolète, donc je me suis pas vraiment intéressé, mais non, c'est sûr que nous, on n'aurait pas intérêt de toute manière à envoyer en prison ou à endetter n'importe quel internaute qui téléchargerait un titre de Micha Fitzgerald Michel. Mais vous faites comment maintenant pour vous en sortir? Parce que je vois que déjà, il y a un très très gros travail sur l'artwork. Ouais. On voit que il y a c'est des belles pièces, c'est des beaux documents. Là, en plus à chaque fois. Il y a un très gros travail. Je pense que ça a aussi un coût. Ça fait partie de la démarche du label. Il y a une étude. Mais après, comment vous faites pour vous en sortir en tant que petit label à l'époque du numérique? Non, vraiment, on voit plein de camarades mettre un peu la clé sous le paillasson, ça c'est sûr. Il y a eu un. Ça ne décourage pas? Vraiment, dans les 5 dernières années, on a vu les ventes de supports physiques diminuer divisé par 2, voire 3, peut-être même maintenant. Ça reste encore à peu près 80%, je parle vraiment pour nos formats, 80% du revenu du label. Donc parce que après, streaming, même téléchargement, ça reste un petit peu plus rémunérateur. Mais, donc 80% de vos revenus viennent de la vente du physique. Encore de CD. Okay. Et principalement de CD, parce que les vinyles, c'est presque... Ouais, c'est nettement secondaire. Oui, donc c'est complètement paradoxal par rapport au mode de consommation actuel. C'est vraiment pas en... Est-ce que c'est pas dû au fait que vous n'êtes pas encore peut-être assez connu, peut-être que vos artistes ne sont pas encore assez super connus. Quand je dis assez connu, c'est que je compare à Madonna ou Lady Gaga. Pour chiffrer en digital, c'est clair qu'il faut être gros. Ouais. Quand on voit qu'une écoute sur Spotify, ça rémunère 0,001 par écoute, quelque chose comme ça, je crois. À combien d'écoutes il faut arriver pour rentabiliser la production d'un album qui, même si ça reste, notre démarche, c'est justement de produire des artistes qui seraient pas forcément signés en major, par exemple. Et donc, du coup, on adapte aussi nos budgets de production, etc. On essaye de produire à moindre coût. On a des budgets très, très raisonnables. Mais bon, ça chiffre quand même assez rapidement à 30 000, quoi. 30 Mais quand vous signez un artiste, qu'est-ce que vous lui donnez comme argument pour signer avec vous et pas un autre? Parce que finalement, c'est pas très réjouissant quand on vous dit que vous allez toucher 0,01. Déjà, vous,
par stream, vous allez lui dire quoi, l'artiste? Qu'est-ce que vous lui proposez? On lui propose de travailler, de développer sa carrière, d'être un petit peu... Il n'y a pas spécialement de recette magique de toute manière. Donc en général, les artistes qui découvrent le label et qui voient comment on fonctionne, ils sont... si humainement ça le fait, artistiquement ça le fait, ils sont d'accord, ils voient qu'on a eu des résultats quand même sur des bons résultats, vraiment honnêtes sur quelques sorties. Pour d'autres, c'est des bons débuts de carrière, il y a une dynamique derrière. Maintenant, clairement, en termes pour payer leurs loyers, les artistes comptent quand même davantage peut-être sur les concerts, quoi. Ouais. C'est simple. Il y a aujourd'hui un album qui va bénéficier d'une belle couverture promo. On va garder ça en France, mais qui va être quand même un disque de niche. Alors peut-être parce que ça va être un petit peu jazz ou peut-être parce que ça va être un petit peu musique du monde, mais ça va rester assez ouvert. On va avoir, je sais pas moi, des chroniques comme on va jusqu'à aller chez Libération ou tous les magazines musicaux, etc. On peut avoir des très belles couvertures promo et vendre 1700 disques en bac. Mais est-ce que la promo, elle se fait encore sur les médias traditionnels? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes de promotion et de distribution qui... Et même si. De toute manière, financement. Maintenant, presque tout a son équivalent sur le net. Après, il y a le marketing, hein, ça c'est différent, bien sûr. Nous, en général, on mise juste sur la promo et on s'engage pas trop dans le marketing, parce que c'est vrai que c'est la seule manière de frapper fort, mais pour une petite structure qui a pas 60 000 euros ou 100 000 euros à mettre juste dans le marketing d'un projet, ça vaut pas le coup, quoi. Moi, je voulais revenir juste sur le principe de licence globale qui est très beau, mais je pense tout de suite à quelque chose de très simple. Pourquoi payer même 9,90 €, 4,90 € quand on peut l'avoir gratuitement, si ce n'est les 29,90 € par mois qu'on paye au FAI? Parce qu'on retrouve ça beaucoup sur des forums, donc je ne parle pas forcément de spécialistes, mais juste des utilisateurs lambda qui disent j'ai pas envie d'aller payer, moi je le télécharge, 5 minutes plus tard j'ai tout l'album ou tout le film. Parce que j'ai l'impression que ce gendarme Adopi ou Acta, il est présent, mais il fait peur à personne. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de contrainte, quoi. L'utilisateur qui veut télécharger son fichier gratos, qui veut aller sur un réseau peer-to-peer... Il y en a de plus en plus. Regardez tous les gens qui faisaient du peer-to-peer et qui ont eu peur d'Adopi, qui du coup se sont rués sur les sites de streaming, qui ont vu leur trafic exploser en l'espace de 6 mois. Et qui aujourd'hui sont confrontés au fait que Mega Upload a été censuré et retiré brutalement de l'internet. Mais ils n'ont pas assez de bande passante pour l'instant. Non, mais ça n'arrête pas de pulluler. Mais de toute façon, voilà, ça fait 15 ans que ça dure. À chaque fois qu'il y a un nouveau dispositif ou une nouvelle étape dans cette longue escalade répressive, il y a toujours des moyens de contournement d'Adopi, de la censure de Mega Upload. Donc c'est en rien la fin de cette histoire-là. Il faut juste qu'à un moment donné, on soit capable de réformer le droit d'auteur, qu'on arrête de poursuivre les gens qui échangent de la musique sans but commercial. Donc je parle du réseau peer-to-peer et des pratiques de partage de la culture. Il y a une étude de la Adopi elle-même. Mais comment vous faites? Donc on se dire qu'on laisserait les internautes télécharger librement n'importe quel fichier Il y a un point qu'on oublie tout le temps dans ces débats, et ce qui moi, ça m'ulcère, parce que c'est l'Adopi elle-même qui a fait une étude qui a coûté je ne sais plus combien de milliers d'euros l'an dernier. Une étude de janvier 2011, page 45. Donc, c'est une étude sur les pratiques culturelles, qui compare les pratiques culturelles des gens qui téléchargent illégalement, qui partagent de la culture, et ceux qui font tout dans le respect des lois et donc qui vont sur des plateformes commerciales, iTunes, etc. Les personnes qui téléchargent illégalement consomment plus de biens culturels que celles qui ne téléchargent pas illégalement. De la même manière que les gens qui vont emprunter des livres en bibliothèque sont des gens qui achètent plus de livres que les gens qui ne vont pas en bibliothèque. D'accord. L'amour de la culture, à mesure qu'on découvre des œuvres et des artistes, on a envie à la fois de les soutenir financièrement, mais d'aller à leurs concerts, d'acheter des beaux objets parce qu'on a un lien affectif. De la musique, mais les films, quelqu'un qui va télécharger un film, il va pas se dire tiens, je l'ai vu sur mon ordinateur, je vais aller voir au cinéma. Les entrées en salle, on pète les scores depuis. On a des records d'entrées en salle, des chiffres qu'on n'a pas vus depuis les années 60 où le nombre de salles de cinéma était bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrête de nous dire que le partage de la culture
nuit à l'économie culturelle. Ouais. Le problème, moi, à mon sens, mais vous êtes sans doute plus au courant que moi, c'est qu'on n'a pas été capable d'adapter nos pratiques, les modèles économiques des plateformes commerciales et de l'économie culturelle en général aux nouvelles pratiques. Et c'est à ça qu'on devrait réfléchir plutôt que d'élaborer des espèces de systèmes orwelliens pour tracer les internautes, censurer les sites et empêcher le partage de la culture. On devrait s'intéresser à comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une plateforme comme Megaupload, qui se fait des millions de dollars de manière illégitime, parce qu'effectivement, ils font leur beurre sur le dos d'artistes et qui ne sont pas rémunérés, comment on fait pour que ces plateformes, on ne les empêche pas et on ne les ferme pas, mais comment on fait pour qu'elles contribuent au financement de la culture? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Attention, ces plateformes-là, elles n'encouragent pas. Hein. Cette plateforme-là, elles offrent un espace de stockage. Non, je suis d'accord avec ça. Ils ont apparemment inhérent, bien sûr. D'offrir un espace de stockage gratos où forcément on va aller ramener énormément de contenus qui ne devraient pas être stockés ici ou mieux contrôlés. Mais effectivement, je veux dire, pour revenir, le Kim.com, tout le monde a gueulé sur lui parce qu'il a une super maison, il a un hélicoptère et 20 bagnoles. Légalement, moi, je suis il d'accord n'y avec ça, avait bien sûr. aucun souci dans Bien son sûr. activité. C'est une activité d'hébergement, ils ne sont pas responsables des contenus qui sont mis en ligne par les utilisateurs. Mais Et c'est donc, triste. Le après, procès de voir, Megaupload, d'ailleurs, faut dire un mot là-dessus, c'est que le cofondateur, il est là, il est ressorti, mais il va avoir un gros procès. Tous ses biens ont été saisis. L'intégralité des serveurs et des contenus, même qui n'étaient pas du tout illégaux ou quoi, qui étaient hébergés par Megaupload et qui avaient été mis de manière légitime par des utilisateurs, sont indisponibles. Au niveau juridique, ça va être extrêmement difficile de faire condamner Megaupload, à mon avis. Le procès n'est pas du tout gagné. On a l'impression que c'est une histoire ancienne et que Megaupload, c'est fini. Je trouve que ça ne fait que déplacer le problème, vu que maintenant tous les façon, films qui ne sont pas sur Megaupload sont sur d'autres plateformes qui appartiennent maintenant à Google en particulier. C'est très simple. Hein. Il suffit de taper film complet dans un célèbre diffuseur de VOD, au fait, et vous tombez sur un catalogue entier de films. Et c'est hallucinant. Ils sont complets, sans aucune censure, sans aucun problème. Donc, ils sont quasiment inattaquables. Et le FBI n'ira jamais fermer Google. Quoi. Et plutôt que de fermer, on devrait se poser la question de comment est-ce qu'on peut monétiser quand il y a du profit qui est réalisé par ces plateformes, par ces services. Et effectivement, même si c'est des hébergeurs... Ça fait partie de tous ces échanges qui sont en hors-piste. Et c'est vrai qu'on peut se dire, les personnes qui échangent comme ça vont être plus amenées à aller au concert de tel artiste qu'ils ont découvert via tel petit lien de téléchargement. À partir du moment où tous ces échanges, la technologie permet de toute manière de créer des plateformes légales ou des services légaux qui utilisent exactement la même technologie pour échanger. À partir du moment où ce serait pris en compte justement par ces systèmes de traçage, en tout cas de comptabilisation. N'importe quelle plateforme de streaming est capable de dire combien de... Et maintenant, on peut aussi s'échanger des fichiers via des plateformes de streaming. Sans être un grand spécialiste, j'imagine que c'est déjà compromis, ce genre de truc-là. Peut-être qu'on peut faire passer... on peut augmenter artificiellement. Compromis dans le sens où, je parle un peu sans savoir, mais justement je parle sous ton contrôle. J'imagine que c'est forcément pas aussi parfait. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il y a forcément déjà une faille dans le système au niveau du marquage. Et j'imagine qu'il y a déjà des mecs qui sont déjà capables de dire, ok, le watermarking, ça a beau être encodé, je sais pas, ou hyper protégé. Moi, je peux faire en sorte que tel artiste, on lui fasse croire qu'il a eu 1 million de téléchargements alors qu'il en a eu 2. On peut juste revenir sur une précision du watermarking pour les gens. C'est watermarking, c'est une technologie en fait qui va associer un nom et des coordonnées numériques à une certaine partie du morceau en fait. C'est-à-dire que un certain logiciel va écouter tel morceau, va pouvoir se dire ça c'est exactement telle ou telle personne, exactement. Donc l'argent doit aller quel est l'ayant droit, quel est l'éditeur, etc. Donc ce que je me dis c'est que c'est quelque chose qui est hyper prometteur parce qu'en plus on n'est pas totalement dans du filtrage, on est dans du marquage. Et je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, c'est peut-être une des rares qu'on n'a pas encore expérimenté, peut-être vraiment. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer pour justement tracer, avoir une idée de la consommation culturelle, des pratiques culturelles des gens. Le truc, c'est que à partir du moment où on sera sorti des logiques répressives, où on dresse les artistes contre leur public, avec toi. Et les internautes, je suis sûr qu'on peut les faire contribuer à à la mesure d'audience des artistes, etc. Bien sûr, et si la mise globale, elle est pas obligée. On n'est pas psychologiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui, forcer un internaute à
payer un petit peu pour accéder à du contenu, ça paraît complètement... c'est très difficile. Bon, bien que iTunes difficile. s'en sort très bien. En même temps, il faut voir aussi à qui profite tout ça. Ça reste quand même les fournisseurs d'accès qui vendent des abonnements à des internautes qui vont voir des films et qui vont écouter de la musique, légalement ou illégalement, peu importe. C'est le but du fournisseur d'accès. Après, le but du fournisseur d'accès, c'est de fournir un accès à Internet. C'est pas de fournir des modalités, enfin des moyens. C'est pas. Alors c'est bon. Pirate. On va dire, faire c'est pas attention but, à mais c'est le ce qu'ils vendent. Bah, c'est quand même, les gens, du contenu. les gens. Pour moi, il faut bien faire la distinction. Le fournisseur d'accès Internet, au fait. Donc, on se rend compte qu'il est central, il est vachement important dans ce coup sur Internet. Et l'internaute, avant d'être citoyen, il est client. Ouais. Il est client de son FAI. Donc, est-ce que les FAI n'ont pas une énorme responsabilité et un pouvoir gigantesque? C'est eux qui, finalement, décident le client sur quel site il va aller. C'est pas le FAI qui décide, c'est le client qui utilise son accès Internet, qui lui offre accès à tout l'Internet, et c'est lui qui s'oriente et qui décide de ce qu'il va faire de son accès. Mais le FAI peut bloquer. Oui, le FAI peut bloquer, mais là, on revient au système de blocage et de censure dont on parlait tout à l'heure, dont on a, je crois, dit qu'ils n'étaient pas souhaitables et dangereux pour les libertés fondamentales. Je crois que faut faire très attention quand on parle des fournisseurs d'accès Internet, à pas avoir l'impression que ce sont des plateformes qui font leur chou gras sur le téléchargement et le partage de la culture. Plutôt que de taxer ces FAI-là, fournisseurs d'accès Internet, moi je préférais que cet argent-là, il aille dans la rénovation, sur de la 4G, sur de la fibre, sur leur vrai boulot, c'est des tuyaux. Ils vendent des tuyaux, ces gens-là. Donc effectivement, on peut peut-être simplement les associer au débat, parce que je pense que c'est sûr. Mais le produit d'appel d'un fournisseur d'accès, ça reste quand même c'est quoi maintenant? Maintenant, on communique plus de la même façon. Je suis d'accord sur le fond. Moi, j'ai plus besoin d'un FAI pour envoyer des emails, j'ai mon téléphone. Oh, mais il passe lui-même. C'est un fournisseur d'accès. Voilà, d'accord. Mais sur mon ordinateur, qu'est-ce que je fais? Bon, ok, j'envoie aussi des emails. Mais je regarde des vidéos et j'écoute de la musique. Mais lui, ça lui coûte. Après, je lis la presse et tout ça, c'est du contenu qui est produit par des gens qui travaillent pour ça. Et donc, les gens qui travaillent sur ça, la plupart font des sites qui sont rémunérés avec la publicité, qui ont des modèles économiques divers et variés. Mais faut faire attention, le FAI, son boulot, c'est le tuyau. C'est-à-dire que si on se met à taxer le FAI, les prix de l'abonnement vont augmenter, il y aura moins de développement de la fibre optique. Oui, c'est le cas pour au niveau culturel, au cinéma, notamment. Exactement. Pas pour la musique. Oui, voilà. Donc ça me paraîtrait assez équitable d'avoir parce que c'est ça le risque aussi de la licence globale. C'est que la musique soit encore de grands perdants. Moi, je comprends. Enfin, je suis de cette génération-là. Ça fait chier de payer. On est d'accord. Après, quand ça on fait chier en même temps, vous montez un label. Donc, si vous comprenez, ça fait pas forcément chier en plus. Je comprends, mais oui, je reste aussi producteur de musique. Et quand je vois que tout le travail, toute l'énergie qu'on met dans un projet qui parfois met 3 ans à naître et on passe par toutes les phases et ensuite on le sort et on a la seule espérance de revenus sort en gros de la Fnac. Ça fait mal au cul, quoi. Ça fait mal au cul parce que tout le monde nous en parle sur Internet. On voit que ça circule sur les réseaux sociaux, etc. Comment se fait-ce que quelqu'un qui va acheter le support physique et qui va écouter 3, 4, 5 fois, 10 fois dans l'année l'album ou plus paye ça? Bon, c'est peut-être juste une pratique obsolète, hein, je sais pas, mais il y a un moment où je pense que les libertés fondamentales, c'est beau, mais l'artiste, il fait sa musique, c'est pas non plus pour la foutre comme ça sur la place publique qui aujourd'hui s'appelle Internet et que tout le monde s'en serve, quoi. Nous, c'est pas la démarche. Enfin, on trouve ça. Il faut trouver les moyens de financer la création. Ça, on est tous d'accord là-dessus. On trouve ça injuste. Donc il y a un moment où faut savoir aussi qui profite de ça et qui. Moi, je pense que les fournisseurs d'accès sont quand même une pièce maîtresse là-dedans. Et c'est pas pour rien que le cinéma, qui est un petit peu plus futé que, je pense, les producteurs de musique. Il y a le CNC derrière. Il y a le CNC derrière. Et aujourd'hui, la culture, le cinéma français est complètement sous perf.
du CNC. C'est quelque chose, mais le CNC du coup tire ses fonds aussi une bonne partie. Je connais pas bien les d'une taxe sur les taxes, c'est le moitié du billet pratiquement. Et sur les fournisseurs d'accès. Je trouve qu'il y a une justesse là-dedans. Il y a une. Est-ce qu'on pourrait imaginer on parle de licence globale. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer parce qu'on parle des FAI qui sont, donc, on va dire, eux, ils sont les fournisseurs du tuyau. On a les producteurs, que ce soit musique ou de cinéma, qui eux, vont mettre l'argent pour qu'il y ait du contenu, parce que ce tuyau, s'il arrive sur un endroit où il n'y a pas de contenu, ça ne sert à rien. On a l'État, et puis on a les internautes. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi une organisation vraiment plus partagée, qui bosse plus main dans la main, et peut-être aussi ouais, effectivement, il faudrait imaginer une sorte d'organisation supranationale, genre annexée à l'ONU ou je sais pas quoi, et qui gérerait et qui essaierait de réguler Internet. Il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle le MPI, mais qui ne fonctionne qu'à Comment, le MPI? L'Organisme mondial de la propriété intellectuelle. C'est pas leur métier. Oui, mais ça, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier, mais le FAI, il est là pour vendre un accès. Mais t'as réguler, c'est tout. Et il est pas là pour faire autre chose. Il est là pour vendre un accès. Et je pense que l'accès à la musique, à un moment, il faudrait qu'il soit un tout petit peu tarifé. Une partie de cet accès. C'est ça les solutions. Internet. Ce serait quoi les solutions pour qu'on soit tous d'accord? Donc après, que les internautes puissent ce serait une se sentir sorte de libres. redevance qui après serait redistribuée au label en fonction de quels La critères. licence globale, c'est. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, L'internet, il est libre aujourd'hui. Qui va décider des tarifs? Qui va décider de... À la Quadrature du Net, le cofondateur dont je vous parlais tout à l'heure, Philippe Aigrin, c'est quelqu'un qui a fait, c'est un technicien à la base, qui a été chercheur au ministère de la Culture sur les pratiques commerciales, etc. Il réfléchit à ces questions depuis plusieurs années. Il a proposé une adaptation de la licence globale qui s'appelle la contribution créative. Et en gros, le principe, c'est donc une somme de 4 à 7 euros à débattre, obligatoire pour tous les accès Internet en France. Prélevé, qui abonderait un fonds qui serait ensuite pour moitié redistribué aux artistes pour les rémunérer, donc les artistes qui sont écoutés, et l'autre moitié financerait des politiques culturelles pour la production musicale, des aides, voilà, enfin financer la politique culturelle de manière générale. Et ça, quand on parle de ça, c'est pas à la place de pour. On paierait ça en même temps que notre accès Internet. Ouais, ça me paraît. Ça vous paraît? Ouais, mais après, mais comment c'est redistribué après? Et après, avec le watermarking. lui, ce qu'il propose, c'est watermarking. c'est pas du watermarking, c'est d'installer des petits plugins en logiciel libre qui sont pas du tout, qui collectent des données de manière complètement anonyme sur les pratiques culturelles. Après, il y a des risques de piratage. Ça doit plaire à Mathieu, ça, les petits programmes qu'on installe à la maison. Après, voilà, c'est pareil. Sur les logiciels, il y avait eu un super truc qui était le logiciel de sécurisation qui a été sorti par Orange. Hein, ouais, non, on parle pas du tout de ça. Pour vérifier. Bon, ça, c'était truffé de keylogger, etc. Donc, ce qui permet de savoir exactement ce qu'on a tapé. Un petit logiciel qui permet effectivement de faire un monitoring pour rebasculer derrière, oui. Installé volontairement. Il est open. Ouais, ça veut dire que je peux voir la source du logiciel, je peux voir comment ça fonctionne, je peux voir exactement ce que ça envoie, où ça envoie. Oui, carrément. Je veux dire, là, moi, ces histoires de licence globale, moi ça me plaît plutôt. Avec une fille qui est correcte, donc de 4 à 7, il faudrait de 4 à 8. Et puis il y a un moment où si l'enjeu n'est que de 4 ou 5 euros, et ça peut faire, mais c'est rien, à l'échelle nationale, c'est fantastique. C'est énorme, et en même temps, à l'échelle individuelle, quel est l'intérêt d'aller se faire chier à trouver des solutions pour contourner le truc? Non, ça, ce serait pas incontournable. Et ça, c'est un échange intéressant. Ça, c'est en échange du droit à partager pour chaque individu, et à côté de ça, parce que, moi, je suis pas de l'avis que ça suffit, je veux dire, il faut plus d'argent là pour la culture, et mieux c'est. Et encore une fois, le partage ne nuit pas à l'économie culturelle, ça on l'a dit tout à l'heure. Donc ça c'est en plus, c'est pour créer une autre source de financement comme on a pu en créer pour le cinéma et qui irait à la musique, cinéma, etc. à décider. Mais à côté de ça, il faut aussi organiser le marché de la musique et du film, l'exploitation commerciale des œuvres. Et faire en sorte que ça circule, que les services comme Deezer ou Spotify qui veulent lancer des choses innovantes et des modèles économiques innovants puissent le faire sans avoir à passer des accords avec les majors avec des avances sur recettes incroyables et qui les empêchent en fait, d'innover. Ne gagnent pas d'argent, ne gagnent pas encore d'argent avec leur plateforme parce que les majors leur imposent des prix exorbitants pour les catalogues. On vient de le dire. Et tout va aux gros intermédiaires que sont les majors qui contrôlent la distribution. Et donc une fois qu'on a légalisé le partage et reconnu que c'était une bonne chose et qu'on arrête la répression, c'est ces questions-là qu'il faut poser. C'est quoi, c'est la fin des majors alors? Moi, ça va être ça. Je voudrais un peu rebondir parce que justement c'était pour rebondir sur ce que tu disais sur le métier de label. Et au cours de mon métier, quand je travaillais dans la musique de film, j'ai pu travailler avec des petits, des moyens et des gros. Sans vouloir citer de nom, les majors ne foutent rien. Ils ne foutent rien.
Et ceux qui font le taf maintenant, Mais c'est dans quel c'est sens des gens comme toi. ils font- Ceux qui font marcher, ceux qui développent la carrière de l'artiste, ceux qui trouvent des nouvelles façons, ceux qui organisent, ceux qui savent créer une page Facebook. Mhm. Les mecs sont incapables. Enfin, je vais pas citer de nom, mais c'est affligeant. On veut des noms. Et deuxième stat, ce qui est intéressant, c'est que ces majors-là actuellement fonctionnent sur une économie du catalogue. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont acheter des catalogues, attendre qu'on s'en serve, et à ce moment-là passer par la case procès. D'accord. Alors que Très bien. tu vois, il y a deux façons de voir qui sont complètement différentes. Un qui est proche de l'artiste, et moi mon sentiment c'est que même si c'est dur en ce moment, des mecs comme toi, je leur tire leur chapeau, je tire mon chapeau parce que il faut du courage et Le manque de moyens, voilà. ça donne de l'énergie. Exactement. Voilà, exactement. Quand on Voilà, a- être innovant. Donc, Félix, je crois que vous devez malheureusement nous quitter un peu plus tôt. Donc, de toute manière, je vois qu'on arrive Ouais, au bout. merci, Quoi, donc, merci beaucoup en tout cas pour l'intervention. Et puis, on Bah va... ouais, merci. C'est Merci rapide, à mais tous. c'est un rapide tour. Oui, non, mais on a vu, on a fait le tour à peu près. Donc, de toute manière, on s'est dit que le watermarking serait une bonne idée, à moins pour autant qu'il soit utilisé avec une Après, licence globale, quoi. C'est Et vrai que là, on avec est des dans logiciels un open. dialogue. Est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi, à la finale, de vraiment organiser un dialogue avec toutes les parties de cette Alors, problématique? en préparant l'émission, on a contacté des majors, on a contacté, on a contacté Des artistes, des majors, des artistes, des responsables de la SACEM, d'Adopi, de la PC, de la SACD, tout ça. Il n'y en a aucun qui a voulu venir. Aucun. Ah oui, non, mais ça, Parce ça- que le ça sujet est trop m'étonne sensible. pas. Effectivement, on a contacté des artistes qui sont assez connus, mais bon, au moins ils nous ont répondu. Mais bref, et le sujet est trop sensible. Parce que on se colle vite une étiquette de réac, ou alors on se colle vite une étiquette de mec qui Ouais, on veut qui mettre veut une que cible ça sur que la sa musique tête, soit. voilà, c'est vous les méchants, etc. Je veux dire, là, Donc, il faut là un moment pour trouver une solution. Ouais. Je veux dire, ça c'est toujours fait comme ça depuis 2000 ans, quoi. Au bout d'un moment, pour trouver une solution qui convient à tout le monde, il faut mettre tout le monde sur la table, Et c'est là que peut-être chacun vide ouais. son sac, et qu'ensuite on trouve une C'est solution peut-être là où en commun. l'État a un rôle à jouer du coup. Parce que Oui. le seul intérêt peut-être de ça, c'est justement d'essayer de lancer Oui. des invitations à tout le Bah, monde. il faut surtout quelqu'un qui dise écoutez les gars, vous voulez quelque chose, donc nous on vous propose un moment pour organiser ça, vous venez. Si vous venez pas, vous êtes hors du coup, Exactement. et ça sera pas notre problème. D'accord. Au moins, ça montrerait une prise de Effectivement, conscience voilà, aussi, il tu faut, vois. bien sûr. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la réaction et surtout dans le Bien sûr. répressif, tu vois. Parce qu'on parlait Bah là, on d'arsenal est dans la adoptif. réaction à l'urgence. Ouais. Hop, il y a un Ouais, truc, bon, et il faut qu'on réagisse parce que sinon on va passer Tu vois, pour on des parlait, cons. on parlait de réformer le droit d'auteur, mais globalement et rapidement, il y a une infraction actuellement, c'est la contrefaçon. Le problème, c'est qu'en fait, on tape autant sur les gens qui vont échanger de la musique. Acta s'attaque à la contrefaçon. Non mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le délit, en tout cas ce qui est vraiment réprimandé, est le même quand tu télécharges et quand tu vas importer, je sais pas, une cargaison de poupées contrefaites de Chine. Tu as la même réponse, la même peine de prison et la même amende. Est-ce que là, on n'est pas devant un exemple flagrant d'une situation qui est complètement dépassée? Il y a même un exemple très drôle, je ne sais pas si vous aviez vu ce même sur Internet, qui était vous téléchargez l'album de Michael Jackson, vous prenez une plus grosse peine de prison que le médecin qui a été accusé de l'avoir tué. Voilà. Ils disent il n'y a pas un problème là quand même peut-être C'est l'avantage par contre, termes c'est que de- la propriété intellectuelle, enfin tout ce genre de problème-là, c'est quelque chose qui est resté très en retrait pendant un certain temps, et que l'avantage de ce débat-là sur la sur le téléchargement, sur tous les médias numériques, ça a au moins l'avantage de faire ressurgir ça, et que les gens prennent possession de la propriété intellectuelle. Des gens comme le hacking par exemple, c'est une forme de déviance de tous les mecs qui faisaient de l'électronique dans les années 60 et qui redémontaient pour bien comprendre. Donc tu as une forme de réappropriation. Et je pense que c'est vraiment une chance, en tout cas, il faut réunir des gens et il faut se poser les bonnes questions. On espère que cette émission sera vue par les personnes qu'on a contactées. En tout cas, on va leur envoyer On va leur le envoyer, mail en leur disant voilà, allez voir l'émission. Il faut y aller, il faut pas avoir Et peur. puis, voilà, qu'on espère que ça va porter ses Mais fruits. c'est par rapport à, enfin comment dire, parce que typiquement là on a une représentation plus ou moins du monde du hack. Vous êtes plus le côté juriste et puis Félix aussi est un peu plus là-dedans. Thibaut plus le label, l'artiste. Enfin, vous êtes aussi un peu artiste. D'une certaine manière, là on se rend compte, on arrive à communiquer tous ensemble, on arrive à échanger. Pourquoi ça n'a jamais été fait? Est-ce que vous avez un peu des idées là-dessus? Pourquoi ou quand c'est fait, apparemment ce que vous disiez Thibaut, c'est que les gens n'ont rien à dire. Enfin, aussi, ils proposent, Au niveau de la musique, en tout cas, je pense que tout le lobby des majors en place,
ça a fait prendre beaucoup de retard parce qu'on est resté, les professionnels de la musique sont restés sur une position de défense et de s'accrocher à ce business model qu'ils avaient dans les années 80-90 et qui marchait très bien. C'est-à-dire que ce business model où on achetait la musique sur un support et ils ne voulaient pas se mettre dans une... Enfin, ils ne voulaient pas réfléchir à un autre mode de consommation qui débarquait, qui était le système du robinet et de l'accès à la musique sans support. Et je pense que ça a fait prendre beaucoup de retard, quoi. D'accord. Donc ils ont quand même ils ont un poids Moi, je pense qu'il y a une énorme, responsabilité. Ils ont plus de poids que les États, peut-être, qui sont Et capables de réguler. peut-être que maintenant c'est juste tellement une évidence que je pense que la discussion... Moi, je pense qu'on est aussi un peu dans un plus débat, ouverte, quoi. un schéma un petit peu classique de toute nouvelle technique par rapport à la culture. Tu parlais du robinet. Internet, c'est pas le premier. Le premier, c'est la radio. Ouais. Et dès le début, ils se sont mis d'accord. Mais Il y a eu des procès faramineux aux États-Unis. Et ça s'est très bien passé. Donc, Et c'est un système de licence. exactement. Voilà. Et exactement. Donc, Et juste, vous connaissez Netflix? Je vous parle de Netflix, Très ça bien, dit ouais. quelque chose. Typiquement, bon, ça va arriver en Europe, normalement, je ne sais pas encore quelles sont les dates, Netflix, mais c'est ça une va arriver plateforme en aux Europe. États-Unis qui permet de voir plein de films à raison de $5,99, enfin 99, pardon, par mois. Et donc c'est effectivement de la VOD, donc ils ont un catalogue Ça gigantesque. marche et extrêmement ça bien aux marche du États-Unis, feu. ça prend plus de la moitié de la bande passante américaine, de ce qu'on arrive en tout cas à monitorer. Ça va arriver en Europe, personne n'en parle. Alors, soit parce qu'ils se sont terrorisés à l'idée de voir Netflix débarquer, mais parce qu'ils n'arrivent pas à s'unir, c'est aussi simple. Tu dois connaître Hulu. Oui. Hulu, qui est une plateforme en fait pour regarder des séries juste elles viennent d'être diffusées. Pardon? C'est HBO. C'est grosso modo, ça marche avec certains majors. Il y a HBO, il y avait CBS aussi. Enfin voilà, il y avait différents majors qui s'étaient mis d'accord pour dire ok, très bien. La série vient d'être diffusée, le programme vient d'être diffusé. Juste après, une minute après, tu peux la voir en HD. Par contre, avec de la pub, etc. Ils avaient trouvé, bon voilà, tu avais différentes sortes de pubs, etc. Tu as eu une société qui a essayé de faire la même chose en France. Ça s'appelle MyScreen. Et leur bilan parle de même. Voilà. Le problème, c'est qu'ils avaient énormément ils ont énormément de bonne volonté. Ils avaient des gens très très talentueux à leur côté, mais personne n'en a parlé. La sauce n'a pas pris. est-ce que c'est les médias qui contrôlent, enfin qui entre guillemets. Non, je pense pas que ce soit les médias, non, sur Je Internet. ne sais pas si on doit aller sur ça, mais tout simplement, tu regardes les chaînes, parce qu'en France, c'est pas vraiment des studios, il n'y a pas de studios, il y a des chaînes de télévision. On n'est pas sur une logique de producteur de contenu C'est comme ça, ça, le tu souci. vois. Hein, et Chaque chaîne a son service sa de plateforme, VOD. exactement. Voilà. Ils veulent pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais entendu quand j'avais posé la question à des gens qui géraient la VOD. Enfin bref, dans les plus grosses chaînes, voilà, les 6 plus grosses chaînes en comptant le service public. C'était ça, c'est leur truc. Nous, on perdra du beurre, on perdra de l'argent à partir du moment où on va collectiviser et mutualiser nos ressources. Alors que d'un autre côté, c'est ce que le législateur a toujours voulu faire avec l'offre légale. Donc On perdra de l'argent ou on gagne? Non. Non, Eux se disent qu'ils vont perdre. eux, Ah ils oui, perdraient l'offre, de l'argent oui. parce que voilà. Est-ce que l'offre VOD payante avec de la publicité ou sans publicité n'a de sens que si l'offre disponible gratuitement est sévèrement réprimée? Parce que du coup, un mec qui a le choix entre un film gratuit avec juste 2-3 clics en plus, donc 2-3 bidouilles en plus et un film payant, il va prendre le gratuit. Il ne risque rien. L'internaute fraudeur, maintenant, ne risque rien Si du on tout. s'organise bien et qu'on arrivait à ce type de modèle Netflix, je pense que c'est le seul moyen d'y arriver. C'est-à-dire que rentable, quoi. on paye $5 ou je sais pas combien et on regarde tout ce qu'on veut. Quel est le contournement à calculer là? Parce que quel est l'intérêt de contourner ça? Oui, c'est souvent très lourd. en Une plus fois de qu'on mettre en arrive place, à un truc raisonnable comme ça, mais efficace et donc du coup de masse, on pourrait peut-être après se poser les questions qui sont un grand chantier de répartition, de monétisation et de répartition équitable, selon des clés qui pourraient être très très complexes, mais bon, va bien falloir se poser la question un jour ou un autre. On a mis les mains dans le plein à un moment. C'est vrai, ce qui est marrant quand même avec notamment les services de VOD, moi ce que je trouve super, c'est qu'à la finale, bon, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents, etc., qui trouvent que c'est trop cher, machin. Faut quand même se mettre du côté du studio. En France, c'est super pour le studio. Parce que le studio, il vend son catalogue à TF1, il vend son catalogue à M6, il vend son catalogue à Canal, il vend son catalogue maintenant sur des chaînes de la TNT qui vont lancer des services de VOD.
C'est-à-dire qu'un catalogue, les mecs arrivent à le vendre 5 ou 6 fois. Bon, beaucoup de chaînes de la TNT à c'est paquet ou à génial. M6 ou à TF1. C'est donc, génial pour eux. Pourquoi ils iraient effectivement rentrer dans cette problématique-là? Eux, ce qu'ils veulent, c'est évincer toute la partie téléchargement illégal, mais effectivement rester statu quo sur ce système-là. Moi, j'ai un film, une grosse licence, un blockbuster, je le vends 6 fois. Bah, c'est génial. Non, mais c'est ça aussi, hein, c'est pas des philanthropes, les mecs. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, il y en a pas. Hein. Non, mais il y a des façons plus intelligentes de gagner de l'argent, en tout cas. Il y a des façons plus intelligentes, mais effectivement, là, il va falloir que quelqu'un mette le point sur la table. Celui qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est l'entité d'État. C'est tout. Donc là, il faut qu'ils tapent dessus et qu'ils disent, les gars, on arrête de partir dans tous les sens. Et puis on fait voit quelque chose à long terme, pour quoi. tout le monde. Puis je sais pas, après moi on m'a toujours appris à l'école, plus ou moins l'État il est au service du peuple. Bon bah là ça serait peut-être un bon coup de effectivement se mettre au service de la population pour réguler ça, négocier des tarifs pas trop chers et pas se faire allumer derrière. C'est ce que je disais au tout début, c'est que les États, les nations ont des frontières physiques, bon, qui sont quand même invisibles mais qui sont physiques. Internet, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui fait que ça a pris, je pense que ça a marché entre autres, c'est que on pouvait tous communiquer à partir du moment où on avait le hardware en gros pour communiquer. Ouais. Donc on n'a pas de frontières. Donc d'imaginer, ça vous paraît pas un peu aberrant d'imaginer que chaque État va faire sa petite tambouille dans son coin, sa petite loi qui va bien. On est une petite frontière sur Internet, alors que on ne peut pas imaginer un groupuscule. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer avec ACTA? ACTA, c'est quoi? ACTA, c'est un traité qui a été négocié par plein de pays. Donc quand ils veulent, ils peuvent très bien tous se mettre d'accord. Il y a des dispositifs qui existent depuis super longtemps au niveau de la coopération. Elle marche avec, voilà, ils ont des accords, avec des affiliés. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Ça, je ne comprends pas. C'est qu'apparemment, il existe ces solutions. ACTA en est un exemple. Pourquoi on n'essaye pas voilà, nous, on a Bruxelles pour l'Europe, les États-Unis. On a l'ONU qui existe quand même au niveau international. On a l'UNESCO qui existe aussi. Je crois que Félix revient. Félix a oublié quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Félix? Le taxi n'était pas là. Yes. Ah, super. Ouais, mais c'est vrai qu'on a des structures quasi mondiales qui permettraient aujourd'hui de mettre en place un projet global sur cette vision-là. Mais il faut. Il n'y a même pas de table ronde ouverte là-dessus. Le problème, c'est que les gens, ils viennent pas d'eux-mêmes. Il faut aller les chercher, quoi. C'est des gens qui sont pas contents. Mais il faut aller les chercher en leur disant bon, on va organiser un truc, on va essayer de discuter, de dialoguer. Et ils y vont au ralenti parce que voilà, ils sont pas très sûrs, ils maîtrisent pas forcément la technologie. Chacun a sa vision du business, sa vision juridique. On n'a pas une juridiction même en Europe appliquée à tous les pays qui permettent de dire bah il y a une loi, c'est celle-là. On a des législations sur la taille des biberons et les roulettes des scooters, mais on n'arrive pas à discuter sur un sujet aussi sensible que ça. On en parle beaucoup, il y a quand même beaucoup de gros sous là-dedans, dans cette histoire-là. On n'y arrive pas, donc c'est vrai que j'ai envie de dire, il y a peut-être un peu de mauvaise volonté aussi de la part de certaines personnes. C'est ça, les majors, les politiques, Ouais, voilà, en l'occurrence. Moi, je vois par exemple dans le domaine de la sécu, dans la sécurité informatique, nous justement, on est carrément accrocheurs. Dès que quelqu'un vient nous demander une information, on est là à lui fournir. Parce qu'effectivement, on se dit, bah, cette personne-là, elle partira moins bête. Et de deux, bah, ça lui permettra de réagir peut-être différemment la prochaine fois. Donc il y a un manque d'éducation, entre guillemets. Ça me faisait penser à Thibaut qui disait tout à l'heure, ça coûte 30 000 € de produire un album, en gros. Mais il y a peut-être aussi le problème, c'est que les internautes aujourd'hui qui téléchargent illégalement ou quoi, ne se rendent peut-être pas compte de ce que ça représente de chercher un artiste, le rencontrer, les investissements, le studio, le mix, le master, ou pour les films. Alors les films, on a les making-of, donc c'est un peu plus... On se rend un peu plus compte, mais on a l'impression que le cinéma, de toute façon, c'est des milliards de dollars, il continue de... T'as des petits projets, tu vois, avec les notions de ce qu'on appelle le crowdfunding. Qui est une façon en fait de financer des projets culturels en faisant appel à une certaine masse de personnes qui sont intéressées. Je te prends un super exemple qui s'appelle Iron Sky, je ne sais pas si tu connais. Ouais. C'est un film avec un scénario absolument divin où c'est les nazis qui reviennent de la Lune. Qui est caché sur la Lune et qui nous envahissent 70 ans. Ce genre de films de niche, c'est des films qui sont, voilà, moi personnellement ça me plaît parce que c'est un peu débile, j'aime bien tout ce qui est débile, voilà, mais c'est génial. Mais il a été financé, les mecs ont fait un trailer de bonne qualité, alléchant, et ensuite ils ont fait un site assez bien léché, bien fait, en disant demandez le film, demandez à voir le film. Parce qu'un distributeur de cinéma, il ne veut pas s'engager, il ne veut pas mettre des billes. Il ne veut pas mettre des billes. Alors que là, on lui balance une carte Google avec des points et des concentrations. Par exemple, qu'il y a 60% en fait, de ses fans, ils vont venir par exemple de Hollande ou d'Espagne. Ça veut dire que lui, dans ses frais de distribution et dans ses frais d'édition,
Il va pouvoir ajuster ça en fonction de ça. Donc, et je sais qu'il y a des exemples nombreux dans la musique, sans aller vers des mauvais exemples comme les Major Company, enfin en tout cas, exemple C'est quoi un mauvais exemple artistique. Ah, artistique. Non, mais c'est un exemple parce que cite-moi une autre personne à part cette personne-là, à part Grégoire. Il y a eu Joyce Jonathan derrière, celle de l'année suivante. Non, mais ce qui est intéressant, ceci dit, ça me fait penser à de manière générale, ces systèmes et l'intelligence d'utiliser Internet comme un outil, typiquement, de pouvoir cibler son public, où est-ce que je vais pouvoir... Donc de prendre des risques, je pense entre autres pour la musique, de se dire, bah voilà, mon artiste, j'ai sorti un morceau, j'ai vu que ça a été beaucoup plus écouté au Canada et en Angleterre qu'aux États-Unis et en France. Clairement, déjà, je vais même pas essayer de le sortir là-bas. Je book et puis je vais le sortir directement. Je book mes concerts. C'est un outil statistique en temps réel quasiment, qui est absolument... Et je pense que l'intelligence d'utiliser... Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que Google Analytics ou des choses comme ça, c'est incroyable, la précision des outils. Puis il y a le fait aussi de faire passer l'internaute de passif à acteur du projet. Quoi. Oui, alors ça c'est génial, effectivement. Un film comme Iron Sky, je pense typiquement... Et voilà, bien sûr, il va être amorti assez rapidement, parce qu'il n'a pas coûté grand-chose dans l'absolu. C'est exactement, enfin c'est peut-être pas exactement ça, mais Iron Sky. Ouais. Donc, le pass, quand il y a des nazis, no ça formats, plaît beaucoup à Adrien. Excuse-moi, je suis en train de parler. Le pass, de plus pour parler de l'antisémitisme. Ça fait partie de ces solutions qui émergent faute de mieux au final. Enfin, mais c'est positif. Hein. Auto-généré finalement. Voilà, c'est trouver des issues de secours ça par fidélise rapport. Aussi, Nous, parce on a notre petit système. Alors, c'est pas vraiment basé sur Internet, mais l'idée c'est de faire participer les auditeurs en direct. On peut voir. Tiens. Et c'est un système d'abonnement au label, tout simplement, où on propose à un public de souscrire pour 50 € à l'année. On reçoit tout ce que le label produit dans sa boîte aux lettres. Et puis on implique les abonnés, on les invite à des petits concerts privés, vraiment 30 personnes, 40 personnes à Paris. Quoi. Et voilà, ça fait un petit... Ça, c'est une... Bon, je crois que c'est aussi des solutions qu'on essaie de trouver aussi en attendant que ça aille mieux, mais c'est vachement positif parce que ça donne une énergie. Et puis c'est un moyen de bosser en se disant qu'on construit quelque chose parce que pour le moment, tout ce qui est encore en place, c'est juste beaucoup trop vieux pour que ça soit adapté à... Mais ça se fait point par point. Rénover la façade. Oui, non, ça va prendre du temps, mais plus le temps passe, plus le fossé s'agrandit. Au fait qu'on va s'en sortir, il y a de l'espoir. Bien sûr. Parce qu'on parle toujours de combat, les hackers contre les gouvernements qui veulent nous empêcher de... Mais on va trouver un consensus, on trouve un consensus, ou alors on va devoir se débrouiller chacun de notre côté. C'est une nécessité. Moi, à mon sens, ça ne peut qu'aller là-dedans. Donc on va se compléter. On va, comme on disait, celui qui vend le tuyau, celui qui produit les trucs. Déjà, on trouve des manières d'équilibrer. Pour des producteurs de contenu, en tout cas de musique, pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment, on s'ouvre aussi à d'autres choses. On s'ouvre, on est beaucoup plus attentif aussi à tout ce qui est synchronisation, à l'image. Il y a tellement de contenu d'image. Enfin, ça c'est complètement multiplier la quantité. Il y a forcément aussi beaucoup plus besoin de son à synchroniser à l'image. Ça devient aussi des sources de revenus qui contribuent à la création au final, puisque ça rentre... D'accord. Donc on a des solutions, on a des choses qui peuvent se mettre en place pour conclure. Parce qu'on va conclure, voilà, il existe ces solutions, on a différents exemples, comme le Pass ou comme les My Major Company et tout, dont le choix artistique peut être critiquable et ça peut être très subjectif. Mais il reste un gros dysfonctionnement. Voilà, sont en train de se mettre en place plein de petites choses, plein de petits îlots au milieu d'un océan bordel, et à un moment, peut-être qu'ils vont se retrouver, ça va être formidable, ils vont tous faire la fête ensemble. C'est beau. Donc on prenne tous les acteurs du web, et qu'on les prenne ensemble et qu'on trouve des solutions et qu'on mette bout à bout. Chacun a une solution, on les met bout à bout et on arrive à faire quelque chose. Il faut que chacun trouve l'intérêt général dans sa niche. Le producteur, le vendeur de tuyaux, le distributeur, l'hébergeur, tout ça, il faut qu'à un moment ils se disent « Ah mais attends, là on a un point commun ». Est-ce qu'on peut pas percuter un coup puis se dire ça vaut le coup d'y aller D'ailleurs, après c'est pareil, ça c'est du business model, mais à la finale, quand on va mettre les choses ensemble, on réduit ses coûts.
Donc le chiffre descend pas. Donc tout tend Mais plutôt les à coûts aller descendent. vers cette Très bien. Très bien. Merci euh, beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'être venus. Bah, Merci merci d'avoir à vous accepté tous. l'invitation parce Ouais. que Il y en a qui avaient peur de ça venir. demande du courage. Peur, Merci. carrément. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi en tout cas. Merci Félix d'être. Ouais, d'avoir raté son train. On peut remercier peut-être le conducteur du taxi aussi, je ne Ouais, sais pas. qui, voilà, qui a bien fait son boulot, ça fait plaisir.